Horizon d'envol. Notre histoire se passe au cœur du synclinal, un cirque de montagnes qui enserre une vaste et belle forêt. Cette dernière s'épanouit entre de hautes parois rocheuses, où s'accrochent des forêts de pins et de chênes pubescents. Par un beau matin de printemps, le puits au cœur de la forêt se mit à bruisser étrangement. Un murmure flûté remontait de ses profondeurs, telle une houle de chuchotements tintant comme du cristal. Sa rumeur grossit et devint effervescence. Des glouglous de plaisir, comme si quelqu'un riait dans les entrailles de la terre, jaillirent d'entre les pierres et se répandirent dans le synclinal en éparpillant dans le vent des pétales argentés. « Daphné, pense à nous !» s'écria l'écureuil Manot, en reconnaissant les disques argentés des monnaies du pape qui dérivaient dans le vent. Les animaux piaffèrent d'excitation. Ils se souvenaient bien du python jaune qu'ils avaient aidé à retrouver sa prairie natale au fond des rêves de Daphné. Quelle joie de savoir que des lambeaux ragaillardis revenus dans le monde des humains ne les oubliaient pas. Ce fut à peu près à la même époque qu'Amaya arriva dans le synclinal. Cette fillette de 7 ans avait eu la malchance de naître dans le pays de la peur, un pays où les gens voyaient rôder partout les fantômes de la mort. Ils couraient sans cesse comme des dératés pour éviter de les croiser. Dans son pays, Amaya ne voyait jamais personne faire des choses tranquilles comme arroser des fleurs, caresser un chat, discuter avec un vieux sur un banc, lire un livre dans un fauteuil à bascule ou se promener en chantonnant. La petite fille avait un cœur fragile et sentait bien que si elle restait encore longtemps parmi ces gens, elle finirait sûrement par mourir d'une crise cardiaque. Alors elle prit la clé des champs, c'était une petite clé rose qu'elle avait trouvée dans sa poche le matin même où elle avait décidé de partir, et quitta son pays en chantonnant entre les vallons fleuris. Elle ne tarda pas à croiser le synclinal sur son chemin et décida de s'y installer, conquise par sa sérénité. Un soir à la veillée, alors que l'écureuil Manot était perché sur une branche au-dessus du feu, Amaya lui demanda « Comment ça se fait que vous êtes si tranquille ? J'ai l'impression que personne ne s'inquiète de rien ici. »« Nous ne sommes sûrs de rien comme tout le monde, » rétorqua l'écureuil. « Mais il y a tellement d'incertitudes que nous pourrions passer notre temps à craindre qu'il nous arrive quelque chose. »« Alors nous avons appris à danser autour du trou !» s'exclama l'écureuil chafouin d'un air triomphant. À ces mots, les autres animaux assis autour du feu frétillèrent en échangeant des regards ravis. « Quel trou ?» demanda Amaya étonnée. « Ça vient de l'histoire du gros trou noir, transmise de génération en génération depuis nos ancêtres les plus lointains, » répondit Manot. « Je vais te la raconter. » L'écureuil descendit de l'arbre, s'assit confortablement sur sa queue enroulée et commença à conter. Il y a bien longtemps, les habitants du synclinal vivaient dans la crainte terrible d'un gros trou noir qu'on disait caché quelque part dans la forêt, mais personne ne savait où. Ils avaient peur que ce trou n'aspire un jour toute la forêt et ses habitants, car on disait qu'il était sans fond et capable d'une force d'aspiration incroyable, plus grande encore que celle du Mistral déchaîné. Un beau jour, le grand chêne du synclinal convoqua l'assemblée des animaux pour tenter d'apaiser les consciences. Il fut décidé qu'à partir de ce jour, tous les animaux se mettraient à combler tous les trous qu'ils verraient dans la forêt, car même les plus petits pouvaient cacher l'orifice du gros trou noir. Mais la tâche se révéla vite impossible et sans fin, car les êtres, en vivant, faisaient des trous partout. La chouette Carthé était connue à cette époque dans tout le synclinal pour son esprit rochu, terme que les animaux employaient pour décrire ce qui était dur et tranchant. Elle développait depuis de nombreuses années des indicateurs qui lui permettaient, en plein vol, de savoir exactement où couraient ses proies entre les hautes herbes. Elle proposa alors de mettre ces outils au service de la communauté, mais tous les habitants du synclinal devaient faire l'effort d'apprendre à manipuler les indicateurs, s'ils voulaient avoir une chance de repérer un jour l'emplacement du gros trou noir. Le grand chêne, d'abord incrédule, finit par accepter sa proposition face à l'angoisse persistante de ses concitériens.
Au bout de quelques semaines de leçons rochues, les animaux étaient convaincus qu'ils allaient bientôt découvrir le gros trou noir et qu'ils pourraient alors le reboucher entièrement pour qu'il les laisse enfin en paix. C'était devenu leur ennemi juré. Quand ils se croisaient dans la forêt, ils se montraient d'un air conquérant les derniers indicateurs qu'ils avaient trouvés, puis se quittaient d'un pas pressé pour continuer leurs recherches. Le temps passait, et bien qu'ils soient chaque jour à leur tâche, ils n'arrivaient pas à trouver le gros trou noir. Certains abandonnèrent, mais beaucoup persévérèrent et devinrent au fil du temps de vrais zombies qui arpentaient la forêt jour et nuit. Toujours sur le qui-vive, ils sursautaient au moindre craquement de brindilles, croyant que le trou noir allait s'ouvrir sous leurs pieds pour les aspirer. À force de chercher en vain, ils devinrent tristes, tellement tristes qu'ils n'avaient plus du tout la tête à jouer. Ils ne voulaient même plus participer au grand cache-cache de pleine lune. Certains continuèrent même à chercher jusqu'à l'instant de leur mort, emplis de regrets. La vie du synclinal devint si terne que le grand chêne convoqua l'assemblée de la forêt pour leur annoncer aux animaux. « Arrêtons là les recherches rochues. Nous nous rendons tristes et impuissants à vouloir reboucher ce trou introuvable. Ne gâchons plus notre énergie et notre joie en le craignant. » Et depuis ce temps-là, nous avons appris à danser autour du trou, s'exclama le chamois Rochecolombe. Et en fait, c'est super les trous, on danse comme jamais on ne danserait s'il n'y en avait pas, s'écria Rosie la Rosalie des Alpes en se dandinant. Oui, et comme on n'en a plus eu peur, on a pu inventer plein de jeux nouveaux, sautilla Chafouin, le joyeux luron du synclinal. Et pas que, continua Cousteau, le pic noir de son ton docte. Nous avons appris à mieux écouter et à nous entendre pour prendre soin du grand écosystème de la forêt dont nous dépendons tous. « Moi aussi, je pourrais apprendre à danser autour du trou ?» demanda Amaya, le regard plein d'espoir. « Oui, tout le monde peut apprendre, » répondit Chafouin. « Nous t'emmènerons au belvédère des oiseaux à la prochaine leçon de vol des oisillons. Tu verras, c'est épatant. » Une semaine plus tard, les écureuils avaient donné rendez-vous à Amaya au pied du grand chêne pour monter au belvédère des oiseaux. Quand elle arriva, il n'était pas encore là. Les deux compères étaient occupés depuis l'aube à déguster des baies de lierre au bord de la Vèbre en compagnie du chamois Rochecolombe. C'étaient les premières baies de printemps qui faisaient patienter avant l'apothéose de la fin de l'été avec l'arrivée à maturité d'une multitude de fruits dont raffolaient les chamois. Corneuil rouge au goût acidulé, baies bleues légèrement amères du genévrier de Phénicie, baies noires gorgées de sucre du sureau et les délicieux fruits des framboisiers sauvages qui s'épanouissaient au pied des falaises. Rochecolombe laissa tomber 2 petites crottes luisantes qui roulèrent jusque sous le nez de Chafouin. « Ah, c'est dégoûtant !» s'exclama Chafouin en reculant avec une moue de dégoût. « Oh, mais c'est rien, ce ne sont que des boules de baies digérées, » rétorqua Manot en scrutant de plus près les crottes. « Regarde, il y a une graine dedans !» Chafouin se rapprocha pour regarder, alors que Rochecolombe continuait à fourrager un peu plus loin, la tête plongée dans un buisson. La discussion au sujet de ces crottes ne semblait pas l'intéresser le moins du monde. « Et Chafouin, tu te souviens ce que nous avait enseigné Cousteau sur les graines dans nos cours d'anatomie l'an dernier ?» dit Manot vivement, comme un détective qui aurait trouvé une piste. Attends, voir, il n'y avait pas une histoire de sucre et de gastro-entérite. De sucre gastrique, bêta, se moqua le papillon azur qui surgissait toujours quand on ne l'attendait pas, surtout pour sortir sa science. Chafouin maugréa, l'air vexé, en se confectionnant une pince à épiler improvisée avec 2 bâtonnets et essaya d'extirper la graine de sa gangue d'excréments. Azur papillonna sous son nez. Cousteau nous a appris qu'en hiver, les graines dorment à l'abri de leur protection. Pour se réveiller, elles ont besoin que leur coque soit amollie par les sucs gastriques de l'estomac des animaux. L'eau et l'air peuvent alors les pénétrer et les faire germer dans la terre. Oh, encore une synergie entre vivants que j'avais oubliée, se réjouit Manot en retournant fouiner dans les buissons. Ils étaient tellement absorbés par leur récolte qu'ils n'entendirent pas tout de suite l'appel du grand chêne qui les prévenait qu'Amaya les attendait. C'était comme un grand bourdonnement sourd qui faisait vibrer imperceptiblement les feuilles des arbres. On avait l'impression que la forêt entière tremblait de tout son être.
Chafouin reçut alors sur l'échine une pluie de feuilles et redressa la tête pour écouter. « Le grand chêne nous appelle. Amaya doit nous attendre. »« Allons-y, » dit Mano en bondissant sur un arbre. Sautant de branche en branche à la vitesse de l'éclair, ils s'empressèrent de regagner le cœur de la forêt. Quand ils arrivèrent, Amaya s'accroupit pour les caresser et le grand chêne étira ses rameaux en signe de salut. « Hector aimerait venir avec vous, » leur annonça-t-il. « Je le préviens tout de suite. » Le grand chêne fit bourdonner brièvement la forêt et quelques secondes plus tard, un rouge-gorge dodu vint se poser à côté de Mano et Chafouin. Ils se connaissaient déjà bien pour avoir restauré ensemble le bosquet du pas de l'âne, endommagé après un violent orage. Mais Hector s'absentait souvent du synclinal pour de longues migrations. Heureux de les retrouver, le rouge-gorge volta autour des écureuils qui poussèrent des petits couinements de joie. Rosie aussi voulut venir. Elle n'avait pas souvent l'occasion de sortir de la hêtraie pour partir admirer la vue des hauteurs. Elle grimpa sur l'échine de Chafouin et s'accrocha dans sa crinière ébouriffée. Alors qu'ils escaladaient un petit sentier qui serpentait dans une pinède, Mano expliqua à Amaya. « Les oisillons font souvent leur première leçon de vol avec les vieilles aigrettes blanches de la Vèbre. Ce sont de très bonnes pédagogues. »« Oui, il n'y a pas plus délicat qu'elles pour apprendre à se jeter dans le vide, » se renchérit Rosie, dont on voyait seulement les deux antennes s'agiter entre les poils en bataille de Chafouin. Quand ils arrivèrent sur le chemin de crête des Trois-Becs, ils aperçurent dans le ciel le profil gracieux d'une aigrette blanche qui battait lentement des ailes en direction du belvédère, la fameuse corniche au sommet du synclinal où les oiseaux apprenaient à voler. Des ribambelles de choucas noirs et de bergeronnettes volaient dans son sillage. Ils aimaient escorter celles qui leur avaient appris à se déployer dans l'immensité du ciel. Quand Amaya arriva au belvédère, animée par une foule piaillante d'oiseaux de toutes sortes, elle fut ébahie par la vue qui s'y découvrait. L'écrin ocre des falaises ceignait la canopée verdoyante de la forêt. Le synclinal apparaissait là dans toute sa beauté de refuge et de matrice de vie, avec ses amples ondoiements boisés qui ressemblaient à l'échine de grands monstres endormis. La leçon de vol avait commencé. Deux petits oisillons tremblaient sur leurs minuscules pattes au bord de la corniche. Ils lançaient de temps à autre de petits piaillements angoissés à l'intention de leur mère perchée derrière eux sur un rocher. Les grandes ailes blanches de l'aigrette battaient tranquillement une vingtaine de mètres au-dessus d'eux. Elle les exhortait silencieusement à se jeter dans le vide. « Comme tous les oiseaux, ils naissent avec le potentiel de voler, » dit une tourterelle à l'adresse d'Amaya. « Mais comme ils ne s'en sont jamais servis, ça leur paraît impossible. » À cet instant, l'aigrette vint virevolter en face des oisillons. Elle passait et repassait près d'eux en glissant gracieusement dans l'air et en roucoulant de plaisir. Elle leur montre que le vide ne les aspirera pas comme ils le croient, quand ils sont comme cela, les ailes pétrifiées par l'angoisse, continua un choucas noir. Elle leur fait comprendre qu'il peut devenir un savoureux terrain de jeu s'ils déploient sereinement leurs ailes. À ce moment-là, l'oisillon coiffé d'un petit toupet de plumes gonfla la poitrine pour se donner du courage. Il se mit à battre des ailes sur place en les étirant du mieux qu'il put pour imiter le mouvement ample de l'aigrette. Au début hésitant, ses battements se firent de plus en plus vigoureux. Toute sa posture se redressait en dégageant les articulations de ses ailes. Il était maintenant en danseuse sur la pointe de ses serres, comme aspiré par le ciel. L'assemblée poussa une exclamation ébahie quand il décolla de quelques centimètres au-dessus de la corniche. Il s'y reposa bien d'aplomb sur ses pattes et se retourna aussitôt vers sa mère en pépiant de joie. Galvanisé par cet exploit, il prit une vigoureuse impulsion et s'élança dans le vide les ailes grandes ouvertes. Les mères oiseaux piaillèrent de panique en le voyant soudain tomber à pic, tandis que l'aigrette piquait le rejoindre à la vitesse de l'éclair. L'oisillon se débattait contre la force accablante de la pesanteur qui l'aspirait en le faisant tournebouler. Avec des mouvements paniqués, il essayait de retrouver prise sur l'air pour se redresser. Alors qu'il se sentait chavirer dans l'inconscience, il vit les grandes ailes blanches de l'aigrette qui scintillaient au-dessus de lui dans le soleil. Elles battaient paisiblement, comme si le vide qui le précipitait vers la mort n'existait pas. La force tranquille qu'elle irradiait l'enveloppa.
Il ne vit plus alors le gouffre qu'il aspirait, mais l'air tout autour de lui, comme un bain agréable qui lui donna envie de glisser entre les nuages. Son corps se décrispa soudain et l'étreinte de la pesanteur se relâcha. Il se déploya alors de toute son envergure et battit vigoureusement des ailes pour remonter vers la corniche. Au bout de quelques secondes d'effort, il s'y posa exténué sous les caresses et les félicitations de ses congénères. Amaya et les 2 écureuils applaudissaient à tout rompre. « Waouh! Bravo, petit oisillon !» lui lança la fillette émue aux larmes. Le 2e oisillon s'élança à son tour, et après un petit à-pic inquiétant, il redressa la barre et plana quelques secondes avant de dessiner un grand arc de cercle en battant tranquillement des ailes. Il regagna la corniche où il reçut les mêmes ovations que son camarade. Au bout de quelques minutes d'entraînement, les 2 compères étaient suffisamment ragaillardis pour jouer à se foncer dessus en s'évitant à la dernière minute sous les piaillements de protestation de leur mère. La vieille aigrette blanche était repartie s'occuper d'autres potentiels de vol à déployer, laissant les oisillons tout au plaisir de découvrir leur nouvelle liberté. « En fait, c'est comme nous les écureuils quand on apprend petit à sauter de branche en branche, » dit Mano. « C'est comme pour nous, les chamois, la première fois que l'on dévale une paroi rocheuse, » renchérit Rochecolombe. « Et comme pour les petits coléoptères qui apprennent à marcher en équilibre le long des rameaux des hêtres, » dit Rosie en surgissant entre les oreilles de Chafouin. « Et c'est comme pour les enfants quand ils apprennent à découvrir sans avoir peur, » s'écria Amaya. Nous donner la confiance, c'est des méthodes pour affronter nos horizons d'envol. N'est-ce pas là, au fond, le rôle de la pédagogie ? Si souvent pourtant on croit éduquer en fermant les horizons.